Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans ce nouveau cours. Donc il va porter sur la dernière partie de notre chapitre sur la Révolution française. Et qui va aussi être le dernier cours du mois puisqu'après nous sommes en vacances. Donc pour les vacances, je vous laisse tranquille. Jusqu'à la rentrée. Bref. Donc, commençons. La dernière fois nous avions vu que justement le roi s'était fait couper la tête. Et oh, attendez. Putain, c'est terrible, nous sommes en déconfinement et pourtant il y a autant de voitures que dehors. C'est terrible. Bref. Donc, oui, comme je le disais, cette fois nous allons voir l'après-monarchie. Nous avons eu donc la monarchie absolue. Le roi avait tous les pouvoirs. Nous sommes passés à une monarchie constitutionnelle, où là, le roi avait plus que le pouvoir exécutif. C'est-à-dire, il pouvait valider les lois, et avait quelques autres pouvoirs. Vous aviez une assemblée, vous aviez des ministres, enfin bref, quelque chose de plus démocratique. Mais, comme on l'a vu la dernière fois, Girondins et Montagnards, il y a des petites escarmouches. Vous avez d'un côté les Montagnards. Donc les Montagnards, eux, ils voulaient une république. Le roi, ils n'en veulent plus. Ils en ont marre. Et de l'autre, vous avez les Girondins. Girondins, ils sont pour le roi. Enfin, à la base, ils étaient avec les Montagnards. Hein. Ils ont fait la Révolution française, tout ça. Mais après, quand ils ont vu que justement, on avait une monarchie constitutionnelle, ils se sont dit, ma foi, pour le coup, là, ça va bien. Enfin, au moins, là, le roi, il a pas tous les pouvoirs. On peut parler un petit peu, bon, même si on doit payer pour voter. Mais voilà, on a un peu plus de liberté, donc pourquoi pas. Donc vous aviez ces deux camps. Pas de roi. Un petit roi. Voilà. Montagnard et Girondin. Mais en 1793, là, ça part en live. C'est-à-dire que tout part en cacahuète. La situation économique en France, justement, est désastreuse. C'est-à-dire, voilà, le pays est complètement en folie au niveau économique. En même temps, voilà, quand vous avez un roi qui se fait décapiter, faut pas s'attendre à ce que, voilà, ça soit la fête. Parce que certes, il y avait la joie, l'allégresse de se dire, c'est bon, le roi est mort. Oui, mais on fait quoi ? Parce que là, ils avaient mis Danton dans un gouvernement provisoire, c'est-à-dire un gouvernement en attendant qu'il y ait un autre gouvernement provisoire. Mais le problème, c'est que, voilà, enfin, ça pète de partout, les paysans, tout ça, enfin, c'est une catastrophe. Vous avez aussi, donc, les Girondins qui essaient d'avoir un peu plus de puissance, donc les pro-monarchiques, qui essaient d'avoir un peu plus de pouvoir, et qui veulent rétablir un pouvoir fédéral. Non, féodal, pardon, féodal. Oui, je me suis trompé d'ailleurs dans mon petit texte. Donc oui, féodal. Et ce qu'il faut savoir, c'est que justement, féodal, donc re-seigneur, donc classe aristocratique, donc on retourne en 1790. Et ça, les montagnards, ils en veulent pas. Ils en veulent surtout pas. C'est pour ça que Danton et Robespierre vont mettre en place un système de punition. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, allez, c'est bon, nous les montagnards, on veut une république, on veut plus de roi, on en a marre de ces Girondins qui nous mettent le bazar avec leur « Ah non mais moi je veux bien un roi mais avec une constitution ». Non, on ne veut plus de roi. Et c'est pourquoi justement les députés girondins vont commencer à être arrêtés. Ceux qui tentent de s'enfuir, on les rattrape et on les guillotine, parce que c'est la bonne ambiance. Et alors à ce moment-là, justement, un gouvernement provisoire avec Danton va se créer. Et ensuite, Robespierre aussi, qui est aussi au pouvoir, qui a du pouvoir, va appliquer un régime, donc comme je vous l'ai mis, d'éradication de la monarchie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est très simple. Vous êtes pour le roi, vous mourrez.
Voilà, il n'y a rien de plus simple. Vous êtes pour la République, vous vivez, vous êtes pour le roi, vous mourrez. Donc si vous êtes girondin, vous mourrez. Si vous êtes pro-monarchie absolue, là c'est encore pire. Bref, voilà. Et en fait, il va vraiment se fixer sur ça. Robespierre, il va se dire, euh, pour ne plus qu'il y ait de roi, il ne faut plus qu'il y ait d'adhérents au roi. Ce qui est logique. Enfin, si vous avez plus personne qui croit au roi, vous n'allez plus avoir de roi. Enfin, c'est d'une logique implacable. Le problème, c'est que la manière dont il va le faire va être un petit peu sauvage. C'est-à-dire que il va vraiment tuer, mais massacrer tous ceux qui pensent pro-roi. Et c'est là où je vais vous parler d'un massacre. On parle même de génocide, pour vous dire à quel point ça a été fort. Le massacre de la Vendée. Alors c'est très peu connu, on n'en parle pratiquement jamais justement dans les livres d'histoire, mais il me paraît très intéressant d'en parler pour vous montrer ce qu'est la terreur. Parce que oui, ce mouvement de rébellion contre les Girondins, contre les pro-monarchiques, sous Robespierre, prend le nom de terreur. Parce que justement, ça faisait peur. C'était vraiment la terreur. On voulait faire peur aux monarchiques. On voulait faire peur à ceux qui disaient « Oui, le roi c'est bien. Non, tais-toi et meurs. » Voilà, c'était un petit peu le petit dicton du coin. Bref. Et cela, nous allons le voir grâce à un tableau. Ce tableau, donc, de Jules Benoît Lévy, s'intitule « La mort du général Moulin », le 8 février 1874. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on peut remarquer ? 1874. Ouais, un siècle après. Et oui, en fait, c'est une reconstitution, justement, enfin, par rapport à des mémoires, par rapport à des livres, tout ça. Parce qu'il faut savoir, c'est que les peintures ne sont pas forcément faites en direct. Eh oui, parce que bon, enfin, c'est bien de peindre, mais ça prend un peu de temps. Et du coup, c'est pour ça que parfois, vous avez même certaines peintures qui se font un siècle après, 2 siècles après, mais qui, voilà, vont retranscrire, par exemple, les œuvres antiques, voilà, les peintures d'événements antiques, voilà, on en retrouve du 19e siècle. Alors que c'était l'Antiquité. Mais du coup, voilà, c'est l'auteur qui va donner son point de vue sur la situation, etc. Et là, justement, on a un point de vue un peu plus calme, parce qu'un siècle après, au moins, ça permet d'avoir du recul sur la situation, de bien voir. Parce que là, dites-vous qu'à ce moment-là, à partir de la terreur, voilà, enfin, comment dire, les gens sont énervés, excités, apeurés. Donc forcément, on n'a pas un point de vue très objectif. Là, justement, Benoît Lévy nous livre un témoignage, voilà, de ce qu'il a sûrement entendu. Non, il n'a pas sûrement vu parce qu'il est né en 1866. Mais voilà, il nous livre ce témoignage, justement, qu'il a dû lire lors du témoignage de personnes, de grands-pères, ou voilà, aussi. Bref. Alors, comment est présenté le général Moulin ? Alors oui, si le tableau est trop petit, vous avez deux solutions. Soit, si vous ouvrez mon fichier Word, vous agrandissez la photo, soit alors, vous pouvez taper dans Google « La mort du général Moulin, Benoît Lévy ». Voilà, vous aurez le tableau, vous pouvez le regarder en grand. Parce que oui, après, je les mets petits pour en mettre tout mon cours en une page et pas mettre des pages et des pages. Et que vous imprimiez des pages et des pages. Non bon, je fais ça pour vous. Bref. Comment est présenté donc le général Moulin ? Je vous laisse réfléchir. Alors, vous pouvez écrire. On devine de qui il s'agit car il est au centre du tableau. Virgule. Il est entouré de cadavres et s'apprête à se suicider d'une balle dans la tête. Point. C'était un Girondin, virgule,
assassiné par la terreur de Robespierre. Alors, plusieurs choses à dire. Oui, je sais, vous allez me dire, mais attendez, vous nous dites qu'il s'est suicidé, mais ensuite, vous nous dites qu'on l'a assassiné. Alors, oui, il s'est suicidé parce que la terreur lui a mis une telle pression, et justement, je vais vous l'expliquer après, que, voilà, on l'a poussé au suicide, si vous voulez. Ce n'est pas parce qu'on pousse, enfin, ce n'est pas parce que quelqu'un se suicide que forcément, il n'y a pas de coupable. Quelqu'un peut très bien pousser une autre personne au suicide, et il est tout autant coupable. Et alors là, justement, sur cette photo, elle est intéressante parce qu'en fait, on voit tout de suite qui est le général Moulin. C'est-à-dire, c'est le seul type debout au milieu. Tous les autres autour sont morts. Justement, vous avez cet homme, donc avec son pistolet sous la tempe, comme ça, qui s'apprête à se tirer une balle. Alors d'ailleurs, pour info, se tirer une balle comme ça, c'est pas forcément une bonne idée, parce que vous pouvez vous louper, et du coup la balle peut ressortir. Bref, c'est un peu glauque ce que je dis, c'est un peu glauque. Mais bref. Oui, donc, vous voyez, il est prêt vraiment à se suicider pour, justement, voilà, pour voilà, ne pas se faire arrêter. Oui, je vous expliquerai après aussi cette histoire de mort. Mais bref. Donc, on le voit, il est là, au centre du tableau, entouré des cadavres. Vous voyez, en plus, c'est ça qui va vraiment le mettre en valeur. C'est que, justement, on le distingue bien parce que tout autour de lui, il n'y a que des cadavres. Ou alors des gens couchés, enfin bref, c'est le seul debout. C'est pour ça qu'on le distingue bien. Alors, qui sont les personnages à gauche, selon vous? Alors, vous pouvez écrire. Il s'agit de l'armée de ce gouvernement provisoire à la solde de Robespierre. Point. Ils sont peu nombreux, virgule. Ils représentent une foule fonçant vers Moulin par un effet de mouvement. Point final. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que justement ceux qui sont à gauche sont des montagnards. Montagnards pour la République contre les monarchiques. Donc ils font partie de l'armée de Robespierre. Parce que oui, Robespierre a vraiment créé une armée pour tuer justement toutes ces personnes. Et on voit très bien justement cette foule qui se dirige. Enfin, vous voyez, les armes sont dirigées vers la droite, les hommes sont penchés vers la droite. En fait, tout le mouvement nous amène vers la droite. Et vous voyez en plus, ce qui est très bien aussi avec ce tableau, c'est que vous avez donc la foule qui se dirige en mouvement dynamique vers Moulin, et Moulin, vous l'avez droit, avec le mur derrière, droit. Donc en fait, on veut vraiment montrer qu'au bout d'un moment, ça va faire boum. Il va y avoir une confrontation, un choc. Et voilà. Alors, comment la terreur est mise à l'honneur? Donc vous pouvez répondre, vous pouvez écrire, pardon, enfin réfléchir, puis écrire. Le chaos règne dans ce tableau, virgule, le brouillard mortuaire, j'expliquerai après, le brouillard mortuaire, M-O-R-T-U-A-I-R-E, au fond, symbolise la mort ou le fait qu'il y ait, a été, le verbe avoir, qu'il y a, il y est, qu'il y ait un feu. Point. Les bâtiments sont détruits et le centre du tableau est consacré non seulement à Moulin,
mais aussi aux cadavres jonchant le sol. Point. Final. Alors, ici, en fait, justement, on a vraiment... Alors, je parlerai pas de champ lexical, parce que ça, c'est pour les textes. Mais là, on a vraiment tout ce qui concerne la destruction. C'est-à-dire, vous avez les armes, vous avez les cadavres, vous avez à droite, vous voyez, la maison complètement détruite, avec les volets qui partent en live, voilà, la pierre qui est détruite, etc. Et vous avez effectivement ce brouillard. Alors, je vous ai mis deux interprétations. Ça peut être un brouillard mortuaire. Mortuaire, ça veut dire en rapport avec la mort. Une chambre mortuaire, c'était la chambre où il y a un mort. Et là, on a vraiment ce brouillard un petit peu, vous savez, comme dans les films d'horreur, ou dans les cimetières, on a toujours cette brume un petit peu, voilà, qui symbolise le fait que soit il y a des zombies, soit il y a des fantômes, soit il y a des types un peu louches. Et bien là, c'est pareil, c'est une sorte de brouillard qui va s'installer, un petit peu un brouillard de mort. C'est à cette image aussi le brouillard. Mais aussi, comme je vous l'ai dit, ce brouillard, enfin cette fumée, peut être due à un feu. Mais dans tous les cas, destruction. C'est-à-dire, si c'est le brouillard mortuaire, bah, ça veut dire qu'il y a des morts. Et si c'est un feu, bah, ça veut dire que les montagnards sont en train de cramer le village. Donc, il y a des morts et il va en avoir. Et en plus, le village va être détruit. Donc vous voyez, cette fumée n'augure rien de bon, vraiment. Et comme je vous l'ai dit, donc vous avez Moulin qui fait vraiment martyr. Dire, on veut vraiment présenter Moulin comme un martyr, comme une victime. C'est-à-dire que le pauvre, il est en plein milieu des cadavres, il est seul, en quelque sorte, parce que bon, vous avez le petit soldat là par terre, mais bon, voilà, il en a plus pour très longtemps quand on voit la foule. Et il est tout seul. Et justement, il est tout seul face à cette foule en mode, voilà, allez-y, je vous attends. Et justement, il a ce pistolet. Alors, je vous en ai parlé, justement, le pistolet sous la tempe comme ça, prêt à se tuer, à se suicider. En fait, bon, après, c'est ma propre interprétation, mais dans tout ce qui est les guerriers, enfin, tout ce qui est mythologie guerrière, etc., dans la pensée guerrière, se donner la mort comme ça face à une troupe d'arrivants, c'est, si vous voulez, quelque chose de puissant. Enfin, il veut que ça soit lui qui se donne la mort. Dire, il veut pas laisser ce plaisir, il veut encore avoir le contrôle sur sa propre vie. Vous voyez? Parce que là, il sait très bien que s'il se fait choper, il y a des chances que soit il soit massacré, soit il soit guillotiné. Bon, il a pas trop envie de savoir ce qui va lui arriver. Donc c'est pour ça qu'il préfère se suicider, justement, pour garder encore son honneur de soldat. Et choisir la mort qu'il veut. Vous voyez, c'est un petit peu, voilà, dans l'aspect du guerrier, c'est vraiment, voilà, choisir comment on va mourir. Choisir sa propre mort, au lieu que ce soit quelqu'un d'autre. Et éviter d'être souillé. Ou d'être martyrisé. Etc. Donc voilà pour ce tableau. En fait, ce tableau est assez important. Enfin, je le trouve vraiment très explicite. Parce qu'il montre très bien qu'est-ce que la terreur. Qu'est-ce que le massacre de la Vendée, justement, massacre qu'on parle vraiment très peu. Et ce massacre, voilà, il illustre vraiment ce qu'a fait Robespierre, le massacre qu'a fait Robespierre, c'est-à-dire il n'a pas hésité à tuer des innocents. Parce qu'en Vendée, voilà, la Vendée, oui, j'ai peut-être oublié de vous le dire, mais oui, la Vendée était pro-monarchique. C'est-à-dire, ils étaient là, oui, bah, un roi constitutionnel, nous, ça nous va. Après, vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Enfin, voilà. Si vous étiez là, bon, le roi constitutionnel, c'est bien, hein, donc bon, moi, je suis pour. Voilà, après, vous avez le droit d'en discuter, tout ça. Mais Robespierre, là, voilà, non, il a pas demandé, bon, bah, alors, on peut faire un petit truc, non. Bon, bah, on va vous tuer, hein, c'est la meilleure solution à faire. Et c'est pour ça que là, au niveau démocratie, c'est pas encore trop ça, hein, voilà. Donc voilà pour ce tableau, justement, assez explicite. Alors, passons au petit texte que je vous ai mis en dessous, justement.
Donc la guerre de Vendée, les paysans se rebellent contre le nouveau gouvernement, les partisans de la révolution les massacrent et détruisent les villages. Donc vous voyez, ça va vraiment être quelque chose de furieux. D'où la terreur. Les paysans se replient, réussissent à obtenir l'aide des anciens nobles. Avec une armée entraînée, ils parviennent à mettre en déroute les forces de la Révolution. Le mouvement se propage alors en Alsace, Normandie, Midi, Bretagne. Et là, par contre, ça part en guerre civile. Ça qui est terrible, c'est que on va vraiment assister à une guerre civile entre les montagnards, donc pro-républicains, et les monarchiques. Et le plus drôle dans cette histoire, c'est quand même que les pro-républicains vont aller massacrer des gens en disant « Oui, mais c'est pour la liberté et c'est pour la démocratie. » En fait, ils disent « On va tuer des gens, on va tuer la vie des gens pour préserver la vie du peuple. » Vous voyez que... Non, ça va pas. Ça va pas. C'est pas logique. Enfin, voilà. Parce que justement, la République veut que tout le monde ait le droit de penser ce qu'il veut. Bon, du moment que voilà, ça n'atteint pas la personne. Mais Robespierre va dire, bah voilà, il atteint la République, ce sont des traîtres, du coup il faut les tuer. Et cela va amener donc un nouveau décret, donc qui consiste, comme je vous l'ai écrit, à condamner à mort donc tous les gens à la cocarde blanche. Alors pourquoi une cocarde blanche? La cocarde blanche, c'était le symbole de la monarchie. Les républicains, eux, avaient du bleu, blanc, rouge. Nous, on avait... Enfin, les monarchiques avaient la cocarde blanche. Alors, là, par contre, retenez bien, on estime que cette loi fait entre 80 000 et 200 000 morts. Parce que oui, après, on n'a pas non plus listé tous les morts. Hein, voilà, c'est environ. Mais, enfin, oui, ce qui est horrible, c'est qu'on a quand même une marge entre 80 000 et 200 000. C'est pas très précis. Hein. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts, et si ça se trouve, le chiffre est bien plus élevé. Et donc voilà, après les potentiels pro-monarchiques, comme je vous l'ai mis, vont être jugés par un tribunal révolutionnaire. Et la moindre suspicion, c'est-à-dire la moindre idée, on se disait « Ah, lui il est monarchique, allez, paf, la potence ». La potence, c'est-à-dire la guillotine. Et c'est pour ça qu'en France, on va voir un nombre spectaculaire de balances apparaître. C'est-à-dire que vous aimiez pas votre voisin, vous le trouviez un petit peu chiant, enfin tout ça, ou vous trouviez un mec relou, bah vous disiez ouais c'est un mec, c'est un monarchique. Mais pouf, il mourrait. Voilà. C'est pour ça qu'on compte en France 17 000 personnes guillotinées. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte qu'on a pas allongé 17 000 personnes et on a fait tomber une lame. Vous imaginez 17 000 lames qui font ce geste-là. Ça fait vraiment beaucoup. Enfin, c'est vraiment énorme, justement. Et du coup, le peuple, au bout d'un moment, il va dire oui, bon, alors, on était contre le roi, hein, mais au bout d'un moment, ça va être un chouïa trop loin, quoi. Enfin, ça commence un petit peu à péter. Ça commence un petit peu à prendre des proportions bizarres et un peu sanglantes. Et c'est pour ça, justement, que le peuple va une fois de plus se rebeller, mais cette fois pas contre le roi, contre Robespierre. Robespierre est la terreur. Enfin, quand je dis Robespierre, Danton aussi, parce que Danton était un membre du gouvernement, donc voilà, les deux ont pris. Et pour cela, donc, je vous invite à voir l'extrait du film que je vous ai mis. D'ailleurs, si vous voulez regarder le film dans son entièreté, vous pouvez, il est plutôt bien. Voilà, donc avec ce passage de la mort de Robespierre, avec les questions suivantes. Pourquoi les membres de l'Assemblée ont-ils du mal à condamner Robespierre? Je vous laisse réfléchir. Donc vous pouvez écrire. Ils connaissent tous ses crimes,
Mais à la différence de Louis XIV, virgule, Robespierre est un homme du peuple, virgule, un citoyen qui a participé à la libération de la France. Et oui, c'est ça le problème. C'est que Robespierre est un citoyen, et lui, il est vraiment citoyen. Le roi, avant, il a fait des crimes atroces. En fait, c'est l'inverse du roi. Le roi, il a fait des crimes atroces, et du coup, quand il y a eu son jugement, justement, voilà, c'est mal terminé. Alors que Robespierre, lui, c'est direct. Robespierre, lui, il partait d'une bonne base. C'est-à-dire que c'était un bon citoyen. Il s'était battu pour la Révolution française. Enfin, oui, il avait quand même, une légitimation à survivre, à vivre. Mais le problème, c'est que il avait fait trop d'horreurs. C'est-à-dire le massacre, par exemple, de la Vendée. Et le massacre de la Vendée, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est pourquoi, justement, on se dit. Alors, oui, ok, c'est un citoyen, mais c'est aussi un peu un dictateur complètement fêlé, hein, donc il massacre des gens. Voilà. Et surtout qu'en plus Robespierre était malade et il allait de plus en plus vers une folie un peu paranoïaque à vouloir tuer le premier venu. Donc du coup ça devenait un petit peu tendu et dangereux. Alors, quelle est la réaction du peuple à la toute fin? Donc vous pouvez écrire. Contrairement au roi déchu, virgule, Robespierre est humilié par la foule qui lui balance toutes sortes de choses. Attendez. Alors oui, excusez-moi, justement, je reviens sur mon propos. Parce que oui, je me suis trompé par rapport à la vidéo. Donc vous gardez, contrairement au roi déchu, Robespierre est amené à la guillotine dans une marche silencieuse, virgule, on lui lance des fleurs pour montrer que certes, il mérite la potence, P-O-T-E-N-C-E, mais ce fut quand même un homme qui s'est, S''E-S-T, battu pour la révolution aux côtés du peuple. Point final. Alors, voilà pour Robespierre. Donc vous voyez, il meurt de manière solennelle. Et cela met fin donc à toute cette révolution française. Et ensuite, donc, on va partir en Première République, etc. Mais ça, on le verra donc plus tard. Alors je ne sais pas si on le verra cette année ou l'année prochaine. Mais en tout cas, voilà pour donc cette Révolution française. Donc vous voyez, cette Révolution française s'est passée en 3 temps. Le premier temps, on arrête cette monarchie absolue, complètement dérisoire, en attaquant la Bastille. Deuxième temps, on passe à une monarchie constitutionnelle avec une constitution. Et troisième temps, la terreur de Robespierre, qui va vraiment passer, vouloir détruire la monarchie, ce qui a marché, hein, puisqu'après on va passer à la République, à la Première République. Mais voilà, ça aurait pu être mieux. Et voilà donc pour ce cours sur la Révolution française. Alors, ce que vous devez retenir, c'est que il va y avoir un contrôle. Et oui. Et comme vous l'avez entendu, retour le 11 mai. Enfin après, voilà, je sais pas comment ça va se tirailler, si tout le monde va revenir, si on va revenir. Enfin voilà. Donc dans l'absolu, je prévoirai un contrôle. Voilà, ce sera pas tout de suite la rentrée, histoire de vous clasher, mais ce sera un petit peu après. Relisez un petit peu le cours, relisez-le, et puis voilà, de toute façon je vous tiendrai au courant. On le fera sûrement, par exemple, une semaine après la rentrée, histoire que tout le monde soit là, que tout le monde soit revenu dans le cadre, tout ça. Bref. Et puis, voilà. Deuxième chose, deuxième chose. Comme vous avez peut-être pu le constater sur Instagram, j'ai publié, et sur Facebook aussi, j'ai publié des ateliers d'écriture.
Alors, ces ateliers d'écriture, justement, donc sont là pour vraiment vous libérer. Vous pouvez écrire, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et si vous me les rendez, voilà, ça pourrait compter pour un petit point bonus ou des trucs comme ça. Mais surtout, en fait, ces trucs d'écriture sont vraiment là pour vous libérer un peu la tête et vous pousser un petit peu à écrire. Parce que ça fait toujours du bien d'écrire, tout ça, et ça occupe aussi. Après, vous n'êtes pas obligé d'écrire, hein. Vous pouvez faire, comme je vous l'ai montré, de la peinture, vous pouvez faire des courts-métrages, voilà, tout ce qui vous passe par la tête. Bref. Et aussi avec donc une liste de films à regarder, voilà, que je vous conseille, qui sont bien, tout ça, enfin, voilà. Ouais, voilà. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances. Je vous laisse tranquille pour les vacances, hein. Je vous souhaite de bonnes vacances et on se retrouve donc dans 2 semaines à la rentrée, enfin la pseudo-rentrée en mai. Voilà, et sur ce, après, je ferai peut-être une petite vidéo comme ça dans la semaine, je verrai comment je m'organise. Mais voilà, mais en attendant, prenez soin de vous, enfin j'espère que tout va bien, et je vous souhaite une bonne journée.